Alors, bonjour frère Fabio, merci beaucoup d'être là à Vietnam où il fait soir déjà, où il y a des moustiques, où il fait chaud. Et merci de nous donner l'enseignement sur la pleine conscience et le stress post-traumatique. Nous sommes très intéressés. Je vous donne la parole. Merci. Hmm. Chers thầy, chers frères et sœurs, chers amis, la Sangha, quand sœur Sang m'a proposé ce partage, il m'a dit que de trouver un sujet sur quelque chose en relation avec la santé, parce que sur le bonheur, tout ça, il y a déjà beaucoup d'enseignements sur le bonheur, sur enfin, tout ce qui est en relation avec le bonheur ici et maintenant. Et comme je suis en train, enfin, je viens de finir un livre sur le stress post-traumatique. J'ai envoyé à Sassang la référence du livre. Hein. Certains d'entre vous peut-être l'ont lu. Ça s'appelle en français Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk, un psychiatre, un professeur de psychiatrie américain d'origine néerlandaise. Et ce qui est coïncidence, c'est que pendant que je lis ce bouquin-là, qui fait un peu tout le trait, le résumé un peu de l'histoire de la psychiatrie sur la prise en charge de du stress post-traumatique, surtout après la guerre du Vietnam, hein, pour les Américains. Mais bon, ça a son origine, son historique depuis assez longtemps, depuis le début du siècle, du XXe siècle. Et je dis, pendant que pendant ma lecture de ce bouquin, j'ai pu voir aussi qu'en France, il y avait le procès concernant le 13 novembre, l'attentat du Bataclan. Et je suis très touché par les témoignages des victimes du Bataclan et autres, hein, de cette vague d'attentats. Et bon, j'espère qu'avec les avancées un peu des études, les études en neurosciences, pour pouvoir trouver des moyens de thérapie de ce stress post-traumatique là, plus efficace, thérapie plus efficace qu'auparavant. Je parle notamment des thérapies verbales. Voilà. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet par la définition. Faut savoir de quoi on parle quand on parle du syndrome ou de trouble de stress post-traumatique. Il y a d'abord, premièrement, il y a l'événement traumatique, hein, et avec l'ensemble des symptômes suite à l'exposition à cet événement traumatique. Et dans la définition
du DSM, c'est des manuels de diagnostic américains en psychiatrie. L'événement traumatique peut correspondre à l'exposition à la mort ou la menace de mort, à des blessures graves ou à de la violence sexuelle. Et dans la classification internationale des maladies, c'est un événement stressant ou une situation de menace exceptionnelle ou de nature catastrophique, des catastrophes naturelles, susceptibles de causer une grande détresse chez presque tout le monde. Et puis, donc il y a d'abord l'événement traumatique, et puis il y a en deuxième le carré, on appelle ça le carré symptomatique, où il y a 4 éléments, sont l'intrusion, l'évitement, les connexions négatives et hyper-éveil. Les intrusions, c'est des symptômes de répétition ou de reviviscence, c'est-à-dire les gens suite à un facteur déclenchant qui est assez identifiable, les souvenirs en lien avec l'événement traumatique s'imposent à la personne. Et c'est pénible, envahissant, involontaire et récurrent. Ce sont des composantes sensorielles, visuelles, des images qui s'imposent à eux. L'olfaction, tout ce qui est dans les sens, quoi. Olfaction, auditif, tactile, émotionnel, la peur, la terreur, et les composantes, les réactions physiologiques et comportementales de l'organisme. Et les gens revivent la scène. Donc ça c'est mais quand ils dorment, ils ont aussi des cauchemars liés au trauma. Donc ça c'est pour l'intrusion. Après il y a les symptômes d'évitement. Donc les gens ont un comportement d'évitement pour fuir les stimuli qui rappellent l'événement traumatique. Et après, il y a ce qu'on appelle des symptômes d'interaction négative, des connexions, des cognitions et de l'humeur. C'est au niveau cognitif, c'est des cognitions négatives erronées sur eux-mêmes ou sur le monde. Genre, ils se disent que je ne suis pas capable de m'en sortir, le monde entier est dangereux. Et puis, sur le plan affectif, l'humain est intérêt, les gens sont facilement en colère, irritables, honte, culpabilisation, ça va jusqu'au syndrome dépressif. Et puis le sentiment d'être détaché ou étranger aux autres et incapacité à ressentir les émotions positives, pardon. Et les symptômes d'altération de l'éveil, comme c'est l'hyper-éveil. Les gens sont en état d'alerte constante et ils sont hypersensibles. Et donc, ils ont cet hyper-éveil est responsable des troubles du sommeil, de l'attention et de la concentration. Voilà. Donc, mais donc là, je vais, par exemple, on peut envoyer juste pour une idée, pour le picture 2, please, Sister Chang, pour voir que la réaction due
à la reviviscence traumatique affecte tout l'organisme. Et ça prend jusqu'aux tripes, juste cette image du mot le. Je suis désolée, ça a très bien marché. Maintenant, ça ne marche pas. Je continue. You click on the email, no? Is it possible? Bon, c'est pas grave. Clique, mais il ne fait pas. Il ne fait pas. Là. Okay, go to the picture 1. So we just saw it. He doesn't share anything anymore. He doesn't want to share anything, neither 1 nor 2. I can see the picture in my screen, but it doesn't show up. That is the problem. I'm sorry. I continue to try to find it. Bon, on revient. Ah oui, il apparaît. Il va apparaître. Numéro 1 ou 2? Oh, but just 2, and then we pass quickly to the 1. 2 and 1. I'm sorry. Okay. Ouais, bon. Faut agrandir un peu le tout, là. Voilà, c'est juste pour résumer que le trauma affecte l'organisme entier. Hein? Vous voyez, que ce soit sur les traits extérieurs, hein, mais ça prend surtout les tripes. C'est pour ça que c'est émotionnel. Donc ça va, que ce soit le cœur, les palpitations, le poumon, la respiration. Et puis, ça serre les intestins, quoi. Voilà. OK, et donc on va voir, par exemple, le 2, mais please, the other one with Bon, on va voir, vous voyez, là c'est les études en neurosciences qui utilisent l'IRM fonctionnel, hein, pour voir les parties du cerveau qui s'activent ou ou une diminution de l'activation dans la reviviscence des traumas. Hein. Donc là, on voit, ça c'est l'image du cerveau d'une dame qui s'appelle Marsha, qui a 13 ans auparavant a eu un accident de voiture qui a causé la mort de sa fille de 5 ans, qui est assise au niveau du siège passager. Hein. Et à ce moment-là, elle avait aussi, elle était enceinte et son fœtus de 7 mois est mort aussi à cause de l'accident. Et donc, dans l'étude, elle entre dans l'IRM, dans le scanner, et on lui redécrit par image et puis son, tout ça, un scénario qu'on a construit avec elle de l'événement traumatique. Hein. Et puis, on regarde ce qui se passe dans son cerveau. Donc, on voit au niveau de l'image, au niveau de la partie 1, là, le plus à gauche, vous voyez, la première image du cerveau. On parle de gauche à droite, là, première. Et donc, on voit la zone de la plus grande activation du cerveau, hein, qui correspond
à la zone limbique. Voyez, right limbic area là. Et ça correspond en fait à l'amygdale qui alerte sur un danger imminent et va activer la réponse du corps au stress. Et ça va enchaîner une cascade d'hormones de stress et de stimuli nerveux qui va faire augmenter, va faire booster la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène. On se prépare pour la réaction, la réponse de combattre ou fuite, fight or flight. Et on voit aussi, donc à la deuxième, non, à la troisième, la troisième image, hein, la plus à droite, vous voyez la Broca area, et normalement, elle est plus grande. Quand elle est activée, elle est beaucoup plus étalée. Et là, il y a une diminution nette de l'activité de l'aire Broca. Et l'aire Broca, c'est une aire qui du langage. Et souvent dans les accidents vasculaires cérébrales qui touchent la partie gauche du cerveau, l'aire Broca est souvent touchée et elle permet de traduire les pensées et les sensations en mots. Voilà. Et dans cette image du trauma, c'est équivalent à un accident vasculaire cérébral, quoi. Lors du flashback, la reviviscence du trauma de cette dame Marsha. Mais quand vous regardez l'image du milieu et donc au contraire de la diminution de l'activité de l'improca, au l'image du milieu, le cortex visuel, l'aire de Brodmann-19 s'allume. C'est les régions du cortex visuel qui enregistrent les images lors de leur première entrée dans le cerveau. Quand les images arrivent dans le cerveau. Donc là, elles se rallument comme si le trauma est en train de se jouer. Et aussi, on voit que dans une autre image, que surtout le côté droit du cerveau qui s'allume, qui s'active. On verra plus tard. Il y aura d'autres images. Et il y a un déplacement sur un côté de l'activation du cerveau. Alors que l'autre, le côté gauche, est plutôt éteinte. Alors le cerveau droit se développe en premier chez le fœtus, dans l'utérus. Et le cerveau droit permet la communication non verbale entre la mère et l'enfant. Et le cerveau gauche et droit traitent les empreintes du passé de manière différente. Le côté gauche se remémore des faits, des statistiques,
et le vocabulaire des événements. Le cerveau gauche explique nos expériences et les met en ordre, alors que le côté droit emmagasine et garde plutôt en mémoire les souvenirs de sons, de toucher, odeurs et les émotions. Et le cerveau droit réagit automatiquement aux voix et aux expressions faciales et gestes et les endroits dont nous avons fait l'expérience dans le passé. Un peu comme une vérité intuitive. Le côté droit est plus intuitif et exprime la manière dont les choses sont. Il enregistre. Voilà. Et une déactivation du côté gauche. Donc, on voit, bon, on peut voir dans la première image, on peut dire que c'est, vous voyez, le côté limbique droit du cerveau s'active et le côté gauche est beaucoup moins actif. Et une désactivation de l'hémisphère gauche a un impact sur la capacité d'organiser une expérience en séquence logique et à traduire nos sensations et perceptions en mots. Donc, sans cette capacité de séquençage logique, on ne peut identifier les relations de cause à effet, les effets à long terme de nos actions ou créer des plans cohérents pour le futur. Donc, quand quelque chose rappelle aux gens traumatisés le passé, le cerveau droit réagit comme si l'événement traumatique était en train de se passer au présent. Parce que justement, il manque l'aide du côté gauche, du cerveau gauche, pour rationaliser. Et donc, cette malfonction un peu du cerveau gauche font que les gens ne peuvent être conscients qu'ils sont en train de revivre l'expérience et de rejouer le passé. Et donc, ils sont bloqués dans la réponse au stress, le fight and flight, se battre ou fuir. Donc chez cette dame qui entre dans le scanner et on le restimule avec le scénario du trauma. Et les expérimentateurs ont activé les sensations et les stimuli sensoriels, sons et images d'accidents qui étaient stockés dans sa mémoire. Et quand ces sensations-là réémergent à la surface, ça active son système d'alarme et elle réagit comme si elle s'était retrouvée à l'hôpital. On lui apprend que sa fille est morte. Et alors que 13 ans sont déjà passés. Et physiologiquement, elle a une brusque augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. Et donc, dans cette stress, syndrome de stress post-traumatique, là, les hormones de stress des gens traumatisés prennent plus de temps par rapport au sujet normal pour retourner au niveau de base. Et ils s'élèvent tout de suite, ces hormones s'élèvent en pic
rapidement et de manière disproportionnée dès qu'il y a un stimuli légèrement stressant. Et donc, des effets insidieux d'une élévation constante des hormones de stress font que les gens ont des problèmes d'attention, de mémoire, irritabilité, troubles du sommeil et problèmes de santé à long terme. Il y a une autre réponse, il peut y avoir une autre réponse à la menace aussi, qui est le déni. Les gens sont dans le déni, mais ça n'empêche pas le cerveau émotionnel de continuer de fonctionner et de déclencher cette cascade d'hormones de stress. Voilà, donc ça c'est un peu l'introduction pour illustrer un peu et surtout grâce aux images de l'IRM, des zones du cerveau. Et donc maintenant, on va voir la réponse du cerveau. Ah oui. Bon, mais pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau lors de ces reviviscences, des flashbacks, des traumas, il faut revoir la base de la formation et la construction du cerveau. Donc, si on peut avoir la picture 3 and 4, please, especially 3. Donc, c'est le cerveau triune, le cerveau en 3 parties de développement. Vous voyez? Donc, la partie qui se développe en premier, hein, la partie la plus primitive, hein, tout le monde connaît, c'est le cerveau reptilien, hein, qui se développe couche à couche dans l'utérus. Hein. Et ce cerveau reptilien se trouve dans le tronc cérébral en bas, là, vous voyez? C'est brainstem en anglais. Hein. Juste au-dessus de l'entrée de la moelle épinière dans le crâne, hein, par le trou occipital. Et donc, le cerveau reptilien est responsable de tout ce que le nouveau-né peut faire. C'est-à-dire manger, dormir, réveil, pleurs, respirer. Sensation de température, faim, humidité, douleur. Ça permet aussi d'éliminer les toxines, les urines et déféquer. Et le tronc cérébral et l'hypothalamus, qui est juste au-dessus du tronc cérébral. Cet ensemble contrôle le niveau d'énergie du corps. Coordination des fonctions du corps, poumons, les fonctions endocrines, hein, les hormones, et système immunitaire. Ça permet de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasis. C'est le fonctionnement automatique de l'organisme. Et puis on remonte, c'est le système limbique. On appelle le cerveau des mammifères.
juste au-dessus du cerveau reptilien, donc. Et ce système limbique se développe après la naissance, limbic brain. Et c'est le siège des émotions, de la surveillance des dangers, on va voir avec l'amygdale, juger de ce qui est plaisant ou effrayant et arbitrer entre ce qui est important ou non. Donc, les deux, le cerveau reptilien et le cerveau mammifère, constituent ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Et c'est le cerveau émotionnel qui initie les plans de fuite et d'échappement, fight or flight, et active les réactions musculaires et physiologiques automatiques sans intervention de la pensée ni de planification de notre part. Et puis, arrive le néocortex, le troisième, le cerveau rationnel, la couche la plus superficielle, le cortex préfrontal notamment, que nous avons en commun avec les autres mammifères, mais c'est plus épais et se développe à un rythme rapide à partir de 2 ans. Et donc, c'est la capacité d'utiliser le langage et les pensées abstraites. Et les lobes frontaux permettent de planifier, de réfléchir, imaginer et élaborer des scénarios. C'est aussi le cerveau de la culture. Mais les lobes frontaux, le cortex préfrontal, là, c'est le siège aussi de l'empathie, et contient des neurones miroirs qui permettent l'imitation, la synchronisation. Mais donc il y a une difficulté pour le cerveau rationnel de prendre le dessus sur le cerveau émotionnel quand les entrants sensoriels, les stimuli sensoriels et viscérales sont trop intenses. Voilà. Et maintenant, donc après avoir vu cette base qui est assez connue, l'auteur, le psychiatre Van der Kolk, là, il nous propose comment dire, un genre de schéma pour comprendre le fonctionnement de tout cet ensemble lors de la réponse au stress. Donc, la picture 4 and 5, please. Donc, c'est assez ils divisent ils répartissent dans ce système-là, dans ce système pour comprendre le fonctionnement. Il y a un détecteur de fumée qui permet d'identifier le danger. Un cuisinier. Nous sommes mettons dans une cuisine. Donc, il y a le gaz, il y a le feu, il y a un détecteur de fumée, il y a un cuisinier. Et puis après, on verra, il y a l'horloge. Et donc, pour identifier le danger, il y a une association entre le cuisinier
et le détecteur de fumée. Donc, le danger, c'est quelque chose de normal dans la vie, hein, de la vie. Et le cerveau est chargé de détecter le danger et organiser notre réponse en fonction. Donc, les informations sensorielles du monde extérieur, à travers les yeux, le nez, nos sens, oreilles, peau, convergent, voyez, vers le thalamus. Donc, le thalamus, ça fait partie du système limbique. Hein. C'est le cuisinier. Donc, il concocte les données entrantes de nos perceptions, hein, et le cuisinier en fait une soupe. Il appelle une soupe autobiographique. Il mixe tout ça. Et cette soupe, c'est une expérience intégrée de, voilà, c'est ce qui m'arrive. Et ensuite, les sensations sont ensuite transmises dans deux directions. Hein. En bas, vers l'amygdale, vous voyez. Et en haut, la voie haute, vers les lobes frontaux, le cortex préfrontal, où ils atteignent notre conscience. Et donc, le traitement des données sensorielles par le thalamus peut tomber en panne quand le thalamus s'éteint ou se ferme. Et ce qui fait que les images, les sons, les odeurs et touchés sont encodés comme isolés, ne fait pas partie d'une expérience intégrée. Hein. Vous voyez, il n'y a pas une histoire avec un début, une fin, mais ce sont des fragments dissociés. Et donc, quand le thalamus ne fonctionne pas bien, le traitement normal de la mémoire se désintègre. Donc, le temps semble gelé et le danger présent semble durer pour toujours. Et donc, après le cuisinier, qui est le thalamus, nous avons le détecteur de fumée, qui est l'amygdale. Vous voyez, en bas, là. Donc, l'amygdale identifie si une donnée entrante est pertinente à notre survie ou non. Et l'amygdale fonctionne de manière tellement rapide et automatique avec l'aide de l'hippocampe. Vous voyez, c'est la structure à côté, là. Et l'hippocampe permet de rattacher, de relationner la donnée entrante avec nos expériences passées. Donc, si l'amygdale sent un danger, il envoie un message à l'hypothalamus, en bas, dans le tronc cérébral, thalamus et le tronc cérébral, pour recruter le système des hormones de stress et le système nerveux autonome. Et le système nerveux sympathique et parasympathique, vous voyez, sympathique pour l'adrénaline, le système adrénaline pour augmenter la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Et donc, c'est
Et c'est tout ce système d'hormones de stress et le système nerveux autonome va orchestrer la réponse du corps entier. Donc, quand on voit sur ce schéma, hein, les deux voies, hein, la voie basse, qui donc le thalamus envoie vers l'amygdale, et puis la voie haute qui est envoyée, le thalamus envoie vers signal au niveau du cortex préfrontal. Mais, vous voyez, quand sur ce schéma, on devine que la voie basse est plus rapide. Donc, l'amygdale traite l'information reçue du thalamus plus rapide que le lobe frontal, de quelques millisecondes. Voie basse plus rapide que la voie haute. Et l'amygdale donc décide si l'information entrante constitue une menace à notre survie avant même que nous soyons conscients du danger. Donc, avant que le cortex soit conscient. Donc là, jusqu'à présent, on a vu le système limbique, hein, avec thalamus, amygdale. Et donc, maintenant, il y a le cuisinier, le détecteur de fumée, et puis on va maintenant, on va voir maintenant ce qui se passe au niveau du cortex. C'est le cortex contrôle la réponse au stress, permet de contrôler la réponse au stress par ce qu'on appelle la tour de guet, hein, ou l'observation. En anglais, c'est le watchtower. Et c'est le cortex préfrontal médian, qui est directement au-dessus des yeux. Donc, ça permet d'avoir une vue d'en haut de la scène, et de juger la situation. Donc, le cortex préfrontal médian permet cette capacité d'observer d'en haut, calmement et objectivement, nos pensées, sensations et émotions. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, hein, la mindfulness. Et puis, prendre notre temps pour répondre. Et cette fonction du cortex préfrontal médian permet au cerveau rationnel et exécutif de inhiber, d'organiser et de moduler les réactions automatiques préprogrammées dans le cerveau émotionnel. Vous voyez, c'est un peu le contrepoids du cerveau émotionnel. Mais quand cette tour de guet, ce cortex, ce préfrontal médian est inhibé, enfin, est désactivé, hein, est en panne, et nous devenons comme des animaux conditionnés. Dès qu'on détecte un danger, mais qui peut être une mauvaise interprétation, hein, comme danger par l'amygdale, eh ben, on passe automatiquement au mode
fight or flight, hein, se battre ou fuir. Donc, on verra dans un exemple plus tard, hein, sur l'imagerie du cerveau. C'est que dans les états émotionnels intenses, peur, tristesse, colère, ça augmente l'activation des régions en dessous du cortex, impliquées dans les émotions, donc le système limbique, et réduit significativement l'activité dans les différentes zones du lobe frontal, notamment le cortex préfrontal médian, où on a vu, qui a la fonction de la tour d'observation là. Donc, quand les capacités d'inhibition du lobe frontal, le contrôle du lobe frontal ne fonctionne pas, les gens perdent raison. Donc, on a vu le détecteur fumé, qui est l'amygdale, hein, détecte danger, et la tour de guet, qui est le cortex préfrontal. Donc, le thalamus, qui est le cuisinier, envoie les informations à l'amygdale, les sensations, les informations, les sensations. Donc, pour gérer efficacement un stress, il faut un équilibre entre le détecteur de fumée, qui est l'amygdale, et la tour de guet, qui est le cortex préfrontal médian. Et donc, pour mieux gérer nos émotions, hein, le cerveau nous donne deux options. Hein. Please, the picture 6, top down. No, 6. Hein? This one is 7. Donc, réguler de haut en bas, c'est le top down en anglais, hein? Ou de bas en haut, c'est le bottom up. Hein? But you missed one là. No, not this one. Oh là là, the 6, where is the 6? In the email, you have the picture 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre pratique de la respiration consciente, this one, ok, voilà. Voyez, la respiration, c'est quelque chose de assez spécial, puisque il y a la partie consciente qui peut agir sur la respiration, mais il y a aussi la respiration fait partie aussi de quelque chose d'inconscient automatique, fait partie aussi du système nerveux autonome. Donc, pour contrôler la réponse au stress, il y a par le haut en bas, hein, le haut en bas, top down,
Donc, dans cette contrôle haut-bas, on va renforcer la capacité de la tour de Gay, qui est le cortex préfrontal médian, pour surveiller et suivre avec attention nos sensations corporelles. Donc ça, c'est la méditation de pleine conscience et le yoga, avec la respiration pranique aussi. Ou alors, le contrôle par de bas en haut, bottom up, en recalibrant le système nerveux autonome qui est situé dans le tronc cérébral, on a vu, vous voyez. Et on peut accéder au système nerveux autonome par le souffle, la respiration. Et en fait, par exemple, pour certains vétérans du Vietnam qui ont un traumatisme très fort, qui ont un stress traumatique très fort, des images très fortes, et ils ont des réactions très fortes. La méditation de pleine conscience a du mal ils ont du mal à méditer. Et donc, il y a des chercheurs qui ont proposé des respirations praniques, de yoga, assez poussées, où ils n'ont qu'à respirer. Parce qu'on sait que la respiration va agir sur l'émotion. C'est dans les deux sens. L'émotion agit sur la respiration, mais la respiration agit aussi sur les émotions. Et donc, la respiration peut calmer les émotions à travers le système nerveux autonome. Et il y a aussi les mouvements, la danse, les toucher, le massage, qui sont tout ce qui est thérapie corporelle, quoi. C'est la respiration, on a vu que c'est sous contrôle à la fois de la conscience et du système nerveux autonome. Voilà, donc ça c'est le principe de contrôler la réponse au stress. Maintenant, on va illustrer par des cas concrets d'imagerie d'IRM fonctionnel du cerveau sous trauma. Étude de cas d'un couple qui s'appelle Stan et UT, un couple canadien, et par l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel permet de mesurer l'activité cérébrale en décelant un changement de flux sanguin dans le cerveau. Donc, histoire de ce couple, Stan et UT, ils sont victimes d'un accident de la route en accordéon, par jour de brouillard fort, brouillard intense. Et quand ils étaient, donc leurs voitures sont endommagées, et lors de l'accident, quand ils
quand les choses sont arrêtées, parce que les voitures s'encaissent les uns sur les autres. Et Stan, qui est le monsieur, il lutte pour ouvrir les portes et les vitres de la voiture qui sont coincées. Alors que sa femme, Ut, à côté, elle est assise, paralysée sur le siège passager, comme gelée. Et 3 mois après l'accident, ils sont toujours des troubles du sommeil et des images de flashback, même si ils augmentent leur consommation d'alcool pour anesthésier en quelque sorte leur angoisse. Donc, pour cette étude, et pareil, on construit un scénario avec des images, sons et autres sensations vécues par le couple quand ils étaient piégés dans la voiture. Et donc, on va étudier d'abord pour Stan, pour le monsieur. Et donc, reconstitution du flashback, reviviscence des images à la sortie de l'IRM, du scan. Il est en sueur, palpitations, pression artérielle élevée, comme pendant l'accident. Et lui, il exprime ce qu'il a ressenti lors de l'accident même. Il dit que j'étais sûr que j'allais mourir et je ne pouvais rien faire pour me sauver. Voilà. Donc c'est vraiment une impuissance. Et donc dans le scan, les souvenirs de l'accident, c'est comme quelque chose qui s'est passé 3 mois plus tôt, mais il est en train de le revivre. Et donc, c'est le symptôme, on a vu, de syndrome de dissociation qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'essence même du trauma, où l'expérience traumatisante est séparée du fil de l'histoire, du fil de la vie, et fragmentée. Donc, les émotions, les sons et images et pensées, sensations physiques, en rapport avec le trauma, ils ont leur propre vie, séparée de la vie normale du sujet. Et donc, on revient à cette notion d'intrusion de ces fragments sensoriels de la mémoire. Ils font intrusion dans le présent des gens. Et où ils sont revécus. Et donc, tant que le trauma n'est pas résolu, les hormones de stress continuent à circuler, et les réponses émotionnelles continuent à se rejouer. Complètement. Donc, ces flashbacks et cette reviviscence est en quelque sorte pire que le trauma. Parce que un événement traumatique, il a un début et une fin. Et à un certain moment, c'est terminé. Alors que pour les gens qui ont ce syndrome de stress post-traumatique, les flashbacks peuvent survenir à tout moment, où ils sont et les détournent. C'est comme un détournement d'avion. Ils sont détournés du présent, que le patient, que la victime soit éveillée ou endormie.
Et donc, là, on revient sur ce qu'on a vu en définition, hein, et les gens développent des symptômes d'évitement pour se protéger. Donc, ils font des exercices physiques intenses et prolongés, ils recourent à la drogue, l'alcool, ou cultiver un sens illusoire de contrôle dans des situations dangereuses, comme les courses de moto, les sauts élastiques, ou ils font les chauffeurs d'ambulance, par exemple. Et c'est comme s'ils continuent de se battre contre un danger invisible, et ce combat est épuisant, ce qui fait que c'est la fatigue et la dépression. Et plus les éléments traumatiques se rejouent, hein, des flashbacks se rejouent encore et encore, et ça déclenche les hormones de stress, et plus les hormones de stress gravent ces souvenirs toujours plus profonds dans le mental. Et le fait qu'ils sont pas capables de saisir et comprendre ce qui se passe autour d'eux, parce qu'ils sont détournés à chaque fois par les flashbacks, ou alors il faut qu'ils soient toujours en alerte. Donc ils sont d'un éventuellement danger ou un événement déclenchant. Ils sont pas capables, les victimes sont pas capables de se sentir vivants. Et du fait de ne pas être pleinement vivant au présent, ça les enferme encore plus, les emprisonne encore plus dans le passé. D'où des implications pour l'intervention de thérapie. Donc, commencer par amener les émotions générées par le trauma à pouvoir être ressenties. C'est la capacité à s'observer, à observer ses émotions et à les ressentir, les laisser s'exprimer. On voit que alors que les personnes ont plutôt tendance à les fuir ou à les supprimer. Et ça, c'est la pratique de la pleine conscience. Et le système de perception des menaces du cerveau a changé. Donc, il faut qu'on puisse agir pour pouvoir rectifier cela. Donc, le défi n'est pas tant d'apprendre à accepter les choses terribles du passé, mais plutôt d'apprendre à maîtriser ses sensations et ses émotions internes. Vous voyez? Et la pleine conscience, la mindfulness, c'est un premier pas vers la guérison en ressentant, permettre de ressentir, de nommer et d'identifier ce qui se passe dedans. Et ça me fait penser à la chanson « Appelez-moi par mon vrai nom ». C'est vraiment l'application directe de cette pleine conscience, de la pratique de la pleine conscience. Et donc, OK, peut-être un son de cloche. On va continuer parce que, s'il vous plaît.
J'espère que vous arrivez à me suivre. Hein? On va voir donc le scan du cerveau de Stan. La picture 7, please. Donc, par les traitements de l'image, les techniques de traitement de l'image, hein, on arrive à faire ressortir les contrastes entre les zones activées et les zones éteintes, hein, non désactivées du cerveau. Oh, picture 7, please. Ça vient, je l'entends qui s'active. Là, je vais faire le commentaire de ce... Ça, c'est les études neurosciences. Donc, c'est vraiment pour voir les zones du cerveau pendant le trauma de Stan. Vous voyez, ce bonhomme qui... l'accident de la route et... Pardon, nous n'avons pas reçu le picture 7. Mais non, you get it. You just show it to me, and I told you. Oh, pardon, donc le PowerPoint. That one is picture 8. Oui, picture 8. No, the one with the. Ah là là. Je suis désolée. J'ai ici ouvert sur mon écran le PowerPoint, mais le Zoom veut pas me faire accéder le PowerPoint. Et là, c'est un désastre. You open the email. Un petit son de cloche en attendant que l'image arrive. No, before. Yeah, this one. Thank you. Bigger. Okay. Bon, vous voyez, on voit d'abord dans l'ensemble. Vous voyez, tout ce qui est gris et gris foncé, c'est les parties activées. Et tout ce qui est blanc, c'est extinction. Donc, on voit sur cette image que le côté gauche est plutôt éteinte. Hein? Vous voyez toute la partie basse sur le côté du côté gauche est plutôt éteinte, alors que la partie, il y a plus de gris et une gris foncé du côté droit. Hein, comme on avait dit, le cerveau droit et le cerveau gauche est plutôt éteinte. Et donc, vous voyez à droite là, right amygdala. Vous voyez le forme du diamant là, gris foncé. C'est le détecteur de fumée, on a dit, de l'amygdale, s'emballe. En bas à droite. Et donc, on voit bien que l'amygdale de Stan ne fait pas de distinction entre passé et présent. Il s'active comme si l'accident de voiture se passe dans le scanner. Et déclenche une forte réaction. Et les hormones de stress et du système nerveux autonome. Donc, Stan, il sort du scanner avec sueur, tremblement, palpitation, cœur en chamade et pression artérielle élevée.
Donc, sur ce scanner aussi, on voit les 4 trous blancs, vous voyez, qui sont en haut, le dorsolatéral préfrontal cortex, c'est cortex préfrontal dorsolatéral, et en bas, c'est les noyaux du thalamus, latéral nucleus of thalamus. Voilà. Et donc, premièrement, le détecteur fumée s'emballe. C'est l'amygdale qui déclenche la réaction de stress pour fuir ou se battre ou fuir, fight or flight. Et l'horloge, qui est le watchtower, s'éteint. Donc, le cortex, les 2 zones blanches à l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, dorsolatéral, droit et gauche. Quand ils sont désactivés, on perd la notion de temps et ils sont piégés dans l'instant, sans notion de passé, présent ou futur. Donc, il y a 2 systèmes du cerveau en rapport avec le traitement mental du trauma. Il y a d'abord le détecteur fumée qui correspond à l'intensité émotionnelle, l'amygdale, et le contrepoids de l'amygdale, le contrôle de la conscience, qui est la tour de Gay, on a vu tout à l'heure, qui est le cortex préfrontal médian. Et puis, donc l'intensité en premier, émotionnelle, et puis en deuxième, il y a le deuxième système, c'est le contexte et la signification d'une expérience déterminée, qui est le système du cortex préfrontal dorsolatéral et l'hippocampe. Donc, vous voyez, les cortex dorsolatéral, cortex préfrontal dorsolatéral, sont plutôt situés sur le côté, à l'avant du cerveau, et le cortex préfrontal médian, qui est la tour d'observation, la tour de Gay, là, est plutôt au centre. Hein. Et dans les structures du cerveau, les structures qui sont plutôt situées sur le côté est en relation, disons, relatif à notre relation avec l'extérieur. Alors que les structures qui se situent le long de la ligne centrale du cerveau, c'est l'expérience interne du soi, l'intérieur. Et le cortex préfrontal dorsolatéral nous dit comment notre expérience présente, actuelle, se rapporte au passé et comment elle peut affecter le futur. Donc, c'est un peu, l'auteur l'appelle l'horloge du cerveau. Oui. Donc, pour quelqu'un de normal, pour nous, quand on sait que ce qui se passe, ce qui nous arrive est limité dans le temps et il y aura une fin, tôt ou tard. Que ce soit un deuil ou autre,
ou d'autres choses de notre vie. Hein. Donc, quand on sait que c'est limité temporellement, on tolère mieux ces expériences-là. Ces expériences sont plus tolérables. Alors, à l'opposé, quand les situations, quand ce qui se passe nous semble interminable, que ça devienne difficilement tolérable. Donc, le trauma, c'est un peu quand cette horloge du cerveau, hein, le cortex préfrontal dorsolatéral est éteint, là. Donc, ça nous fait perdre la notion de temps, de l'expérience. C'est l'expérience ultime de ça va durer pour toujours. Et donc ça, c'est pour l'horloge du cerveau. Et puis maintenant, on regarde aussi le thalamus. Les thalamus, hein, les zones du thalamus, hein, les deux trous blancs plus centrales, là, en bas, sont aussi éteintes, désactivées. Et ça veut dire que le thalamus aussi, lui, se ferme. Le thalamus droit et gauche sont éteintes. Alors, on a vu que le thalamus, c'est le cuisinier. C'est une station relais qui collecte les sensations, les stimuli sensoriels, les oreilles, yeux, peau, et les incorpore, et les intègre dans une soupe de notre mémoire autobiographique. Et quand le thalamus est en panne, ou désactivé, comme on voit là ici, le trou blanc, ça veut dire que le trauma n'est pas remémoré comme une histoire, une narration avec un début, un milieu et une fin. Mais c'est comme des empreintes sensorielles isolées. Les images, les sons et les sensations physiques. Ah. Excusez-moi, il y a le chien là. Les images, les sons et les sensations physiques sont accompagnées d'émotions intenses, habituellement, qui sont la terreur et impuissance. Donc, dans les circonstances normales, dans le cas de fonctionnement normal, le thalamus sert comme fonction filtre ou un portier ou une garde-barrière. C'est une fonction essentielle pour l'attention, pour la concentration et pour l'apprentissage. Sinon, il y a trop d'informations qui arrivent, on n'arrive pas à se concentrer. Donc, le thalamus aide à distinguer entre informations sensorielles pertinentes et des infos qui peuvent être ignorées en toute sécurité sans que ça nous affecte. Or, dans le traumatisme, le stress post-traumatique, comme le thalamus se désactive, c'est comme si les portes et les barrières sont grandes ouvertes. Il y a un défaut de filtre et les sujets sont en constante surcharge sensorielle. Et donc, pour s'adapter, les gens, ils essaient de se fermer et ils développent une vision tunnel hyperfocale. Et quand ils ne peuvent pas se fermer de manière naturelle, ils recourent aux drogues, l'alcool, pour bloquer le monde externe. Mais le problème, ou une tragédie,
c'est que le prix de la fermeture inclut aussi l'exclusion des sources de plaisir et de joie. Donc, Excuse-moi, frère, la tour de guet a un œil sur l'horloge aussi. bon, j'espère que vous suivez, hein? Oh là là. Bon, je termine pour l'implication thérapeutique de cette histoire de. Bon, on a vu le thalamus qui est le cuisinier, hein. Et puis tout à l'heure, on a vu que l'horloge, qui est le cortex préfrontal dorsolatéral, ne fonctionne pas, et donc ça semble interminable. Et les gens n'arrivent pas à rattacher l'expérience à un début, milieu et fin. Voyez? Donc, comme implication thérapeutique de tout ça là, des détecteurs de fumée, du cuisinier, le contrôle, la tour de contrôle, la tour de guet et l'horloge, c'est que les gens ne peuvent se rétablir du trauma seulement quand les structures du cerveau qui étaient KO, qui étaient éteintes, désactivées durant l'événement d'origine, sont pleinement réalignées, alignées et activées, online, en ligne. Voilà. Donc, visitant le passé en thérapie devrait être effectué pendant que la personne est biologiquement parlant, fermement ancrée dans le présent et se sente aussi calme, en sécurité et au contact à la terre, au sol, possible. Aussi calme et sans sécurité et aussi en contact que possible. Ça veut dire sentir les fesses sur la chaise, voir la lumière à travers la fenêtre, sentir la tension dans les mollets ou entendre le souffle du vent en dehors, au dehors, remuant les arbres. Donc, être ancré dans le présent alors qu'on revisite le trauma ouvre la possibilité de savoir que les événements terribles appartiennent au passé. Donc, la tour de guet, qui est le cortex préfrontal médian, le cuisinier, qui est le thalamus, l'horloge, le cortex préfrontal dorsolatéral doit être en ligne et activé, en ligne, présent. Et la thérapie ne marchera pas tant que les gens sont détournés par le passé. Voilà. Bon. Bon, rapidement. Picture 8, please. C'est le cas de la femme de Stan, qui est
le cas de ce qu'on appelle de dépersonnalisation, hein, ou une dissociation massive. Elle a dissocié sa peur, hein, et elle ne ressent rien, elle est paralysée et elle bouge plus. Hein. Donc toutes les aires du cerveau sont pratiquement éteintes, désactivées, et la personne ne peut penser, ressentir, ne peut se souvenir ou comprendre ce qui se passe. Donc la thérapie verbale ici est inutile. Et par contre, l'implication thérapeutique ici, c'est une approche de bas en haut, bottom up, c'est-à-dire le but est de changer la physiologie et sa relation avec les sensations corporelles. Hein. Donc l'intérêt de la respiration, hein, de la variabilité cardiaque, hein, où les auteurs aussi tapotent les points d'acupuncture, hein, pour la sensation musculaire et de la peau, interaction rythmique avec d'autres personnes, hein, se renvoyer un ballon de plage, rebondir sur un ballon de pilates, tambouriner ou danser sur la musique. Voilà. Bon, je vais conclure. Ce sont des conclusions de l'auteur. Hein. C'est apprendre à vivre au présent. Le défi de la thérapie du trauma n'est pas seulement d'affronter le passé, mais encore plus de renforcer la qualité de l'expérience jour à jour. Donc, la raison au fait que les souvenirs traumatiques deviennent dominants dans le syndrome de stress post-traumatique, c'est parce que les gens ont la difficulté à se sentir véritablement vivants maintenant, dans le maintenant. Et donc, quand ils peuvent pas être pleinement ici, ben, ils vont plutôt aux endroits où ils étaient vivants. Même si c'était des souvenirs, ces endroits-là c'est horrible et misérable. Donc, l'auteur conclut, nous devons avant tout aider les patients à vivre pleinement et en sécurité dans le présent. Donc, pour cela, il est nécessaire de ranimer ou ramener les structures du cerveau qui faisaient défaut pendant le trauma d'origine. Donc, il y a la technique aussi, la thérapie, la désensibilisation, donc qui fait qu'on expose le sujet de plus fréquemment aux stimuli sensoriels là, qui fait déclencher la réponse du stress pour les désensibiliser, hein, à ces stimuli. Donc, ça, à force, ça peut rendre moins réactif, mais si l'auteur nous dit, si vous ne ressentez pas de satisfaction du fait que les gens sont moins réactifs pour des choses ordinaires de tous les jours comme faire une marche, cuisiner un repas ou jouer avec vos enfants, alors vous ratez le rendez-vous avec la vie. Voilà, c'est la phrase de la fin. Comme souvent, et je me souviens, Thay nous rappelle souvent que la pratique de la pleine conscience, c'est le rendez-vous, permettre d'être là, au rendez-vous avec la vie. Voilà.
Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que c'est pas trop technique, mais je vous recommande de lire le bouquin. Hein. Moi, je l'ai lu en anglais, donc j'ai dû traduire tout ça. Mais c'est sorti en 2015, je crois. Et la traduction, je crois, c'est en 2018. Et donc, ce Sangim, j'ai envoyé à ce Sangim les références. Voilà. Merci. Merci beaucoup, frère. Je vous propose d'écouter 3 sons de cloche pour clore ce passionnant enseignement et d'écouter pleinement le son de la cloche qui va nous ramener dans les cils maintenant.